Il est 7h05, donc on va démarrer. Donc on va procéder à l'appel. Biollier Serge. Présent. Boisset Jean-Pierre. Bonnet Yannick, qui a donné pouvoir à Serge Biollier. Boucher Boris. Serle Pierre. Chanier Séverine. Question 20, parce qu'après je donne mon pouvoir à Daniel Grenet. Merci. D'accord. Chiesa Pierrette. Elle va arriver. Bon, ok. Donc, okay. Diogan Jacqui. Dubreuil José. Florie Dutour Stéphanie. Friot Stéphane. D'accord. Pouvoir. Alors, Grenet Daniel, Grenet Michel, Lafont Françoise, ouais, putain. L'ami Jacques, Larieux Émilie, Machanek Suzanne, Martin Sandrine, elle n'a pas donné de pouvoir à personne, absente. Mollan Agnès, Mancel Sophie, Montfort Elisabeth, Paillancy Arnaud, Paulet Laurent, Perger Vincent qui a donné pouvoir à Arnaud Paillancy, Pichard Nicole, Présent. Rambaud Chantal, Ressouche Bruno, Roux Thierry qui a donné pouvoir à Jackie Diogan. Il arrivera peut-être, mais jusqu'à ce qu'il soit là, sinon il a donné pouvoir. Sana Marie-Hélène, je ne sais pas donné de pouvoir. Bon, Chauté Michel, Vermorel Pierrick et Villers Catherine. Bon, vous avez tous. Donc le quorum est atteint. Je désigne Madame Moncel comme secrétaire de séance. Vous l'acceptez? Y a-t-il des questions orales qui seront évoquées après l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour dans l'Assemblée? Oui. Protection vidéo. Sur la protection vidéo. OK. D'autres questions? Les élus qui... Non? Pas de questions spéciales? Peut-être une question sur le SB1. Oui. Alors, SB1 et protection vidéo. Non, après. Alors, l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 novembre. Tout le monde l'a eu. Est-ce qu'il y a des remarques? Approuvé à l'unanimité. Merci. Et avant de passer à l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour, j'avais quelques informations à vous donner. Donc, concernant les élections régionales du 13 décembre, on peut constater que le taux de participation de plus de 61%, c'est un sursaut inédit depuis la présidentielle. J'espère que les hommes politiques sauront en tirer les leçons et que demain sera une page qui se tourne. La majorité des Français, salariés et entrepreneurs confondus, veulent autre chose, une politique courageuse pour l'emploi, plus de liberté, moins de tracasseries administratives et fiscales. Un souffle nouveau dans notre région, où je suis fier qu'un candidat auvergnat conduise la deuxième région de France. Et je félicite M. Boris Boucher, qui depuis hier soir est conseiller régional. Alors, dans les événements qui se passent sur la ville, on est tout à fait satisfait de voir que Royon-Ville d'Artisan aura été un franc succès malgré l'insécurité ambiante. Royon, pays en fête où les commerçants participent et animent dans un très bon esprit. Il y avait du monde tout le week-end sur Royon, c'est quand même très appréciable. Et la mise en place du marché des producteurs locaux le mercredi dans la halle,
qui donne déjà plein de satisfaction aux organisateurs. Peut-être que Laurent, tu voudras en dire un mot tout à l'heure, comment ça se déroule. Tu en parleras tout à l'heure. Je veux signaler que un bon nombre de travaux ont avancé. Les toilettes publiques de la mairie centrale ont été refaites et permettent aux usagers, même la mairie fermée, d'y accéder. J'espère que tout le monde l'a vu. Ça a marché pour les élections, ça n'a pas marché pour le premier tour, mais ça a marché pour le deuxième tour. Donc, les travaux de la halle auront bien avancé, puisque la façade, vous avez vu, a pu être libérée pour les fêtes de Noël, donc très bien illuminée, donc c'est très chouette. Les escaliers du marché, au niveau de la Banque Populaire, ont été refaits, juste en dessous. La rénovation de Maurice Jeunesse avance à bon train, il n'y a rien de spécial, les délais seront respectés. La rue des Charmettes, idem. Enfin, il y a eu l'inauguration des 2 parkings Seguin et les Dagneaux, qui offrent un peu plus de 200 places dans le quartier de la Gare. Je souhaite donc à vous tous, ces derniers conseils de l'année, de très belles fêtes de fin d'année, mais on en parlera tout à l'heure. Et on va procéder à l'ordre du jour du conseil d'aujourd'hui. Donc, vous avez tous sur la table aussi l'agenda 2016. Vous pouvez remarquer la qualité du document, de l'agenda. Alors, question, débat d'orientation budgétaire 2016. Madame Pichard. Bon, alors, j'ai un petit problème, un tout petit problème, je suis un petit peu enrhumée. Mais ça va aller. Et puis, de toute façon, j'ai mon coach à côté de moi, alors si ça ne va pas. Donc, je voulais un peu vous rappeler l'objectif du DOB. Le DOB a pour objectif d'informer l'Assemblée sur la base d'un rapport élaboré par M. le maire des principales orientations budgétaires, des engagements pluriannuels envisagés, ainsi que des données financières majeures, évolution des dépenses, structure et gestion de la dette. Il n'a pas en lui-même de caractère décisionnel et n'est pas sanctionné par un vote. Celui-ci se construit en 2 parties. Le premier volet dresse le panorama de l'environnement économique et financier qui inévitablement impacte les finances locales. Le deuxième volet s'efforce de présenter une analyse rétrospective pour bâtir une projection financière de moyen terme. Ah. Ça chauffe. Ça chauffe. Non, voilà, ouais. Un contexte économique marqué par une reprise qui se fait attendre, une croissance insuffisante de l'ordre de 1,1% en 2015, un contexte de disette budgétaire confirmé pour 2016, une deuxième année d'application du plan national d'économie en lien avec les engagements européens et sur fond de redressement des comptes publics, une dégradation de la situation financière des collectivités, 4e année consécutive de recul de l'épargne brute et un risque avéré sur l'investissement public, moins 7,7% en 2014. Une nouvelle baisse des concours financiers de l'État de 3,67 milliards d'euros en 2016, une réduction principalement portée par le bloc communal 2,071 milliards, car proportionnelle au volume des recettes de chaque niveau des collectivités, la montée en charge confirmée du fonds de péréquation des ressources fiscales intercommunales de 780 millions d'euros à 1 milliard d'euros, un contexte appelant des mesures pour soutenir l'investissement local, la création d'un fonds de soutien de 1 milliard d'euros, une assiette élargie d'éligibilité au FCTVA. Un changement de paradigme financier pris en compte dans la gestion et les orientations budgétaires de la ville. Une stratégie financière reposant sur une gestion très contrainte du fonctionnement au service de la préservation d'une bonne capacité à investir. Même si, quels que soient les efforts de gestion consentis, le rythme d'évolution des charges ne pourra annihiler pleinement l'effet produit par la baisse sans précédent de la ressource publique, matérialisée par une baisse cumulée de l'ordre de 1,8 million d'euros de dotation de l'État à la ville d'Orient sur la période 2014-2017,
hors FPIC. L'objectif étant d'amortir l'effet ciseau, autant que peut se faire, cela se passe par une rationalisation des charges dont la portée doit être compatible avec la préservation du service public délivré. Le véritable déterminant à moyen terme des dépenses d'équipement demeure le niveau d'épargne issu de l'écart entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Une section de fonctionnement sous étroite surveillance. Une évolution des charges de fonctionnement maîtrisée au regard du CA 2014 et du prévisionnel 2015, moins de 1%, malgré l'importance de facteurs externes pesant notamment sur la masse salariale. La préservation d'un brutto d'épargne brute, ces rapports d'épargne brute sur la recette réelle de fonctionnement, de l'ordre de 20% au sortir de l'exercice 2015. Je rappelle qu'il faut dépasser le seuil des 10% pour être bon. Malgré la baisse sensible des recettes, dont moins 554 666 € de dotation globale, et malgré la montée en charge du FPIC passant de 79 855 € en 2012 à 353 256 € en 2015. Excusez-moi. Une section d'investissement volontairement significative. Une programmation 2015 importante dont le niveau de réalisation devrait se situer autour de 7 millions d'euros en fonction du taux de réalisation, soit entre 65% et 75%. Un niveau de subventionnement bénéfique, la DETR et le FIC, totalement, on a encaissé seulement, totalement encaissé Maurice Genet, si je me souviens bien, une partie de Maurice Genet. Un faible recours à l'emprunt, 500 000 € dans une conjoncture favorable, 1,68% sur 15 ans. Bénéfique à l'encours de dette de l'ordre de 6,5 millions d'euros, hors budget annexe, au 31/12/2015, dont la structuration est satisfaisante, taux moyen de 2,92 et le risque très faible. Et là aussi, je vous rappelle que l'épargne brute sur la dette s'exprime en nombre d'années et qu'elle se devient problématique quand on dépasse 6 ans. Donc il ne faudra pas s'égarer parce qu'au-delà, on est déjà à 3. Voilà la réponse. 2,92, c'est presque 3. Une capacité de désendettement inférieure à 2 ans. Projection financière, section de fonctionnement. Une inéluctable baisse des niveaux d'épargne sur la période dont il faudra limiter la portée. Des recettes en repli jusqu'en 2017 à minima. Baisse des dotations de plus de 500 000 € par an. Les risques liés au possible recentrage législatif de l'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine, voire à la dotation de solidarité rurale. La poursuite de la montée en charge du FPIC jusqu'en 2016, un coefficient de revalorisation des bases fiscales à 1%, alors je rappelle, ce n'est pas les nôtres, c'est ceux de l'État, parallèlement à la faible inflation, le maintien des taux fiscaux municipaux, qui était notre vœu de campagne, une fiscalité indirecte incertaine, les droits de mutation, ça on ne peut pas prévoir, la pérennité des partenariats et subventionnements externes, exemple le conseil départemental, le conseil régional, qui nous supprime tous les ans quelques pavés, enseignement musical, les 5 000 € de participation à la culture. Face à cette baisse des ressources, nécessité de poursuivre la rationalisation des charges tout en maintenant le niveau de service. Une faible évolution financière des charges à caractère général, pour partie indexée sur la période, moins de 1%, une projection d'évolution des charges de personnel de 1,7% par an, à maxima, malgré certains facteurs externes. Des subventions, participation contenue même si l'action sociale devait nécessiter une hausse de subventions, des frais financiers très faibles, en effet, effet de seuil en 2017 et dont l'évolution de moyen terme reste maîtrisée de l'ordre de 300 000 € au sortir de 2019.
là, on vous a mis en une contraction prévisionnelle de l'épargne, dont il faut limiter bien sûr la portée. Donc vous avez l'épargne de gestion et on voit que, en fonction de tout ce qu'on vient de dire, au fur et à mesure que les années passent, eh bien, on passe de 5 681 309 euros. Après, au CA 2016, on prévoit 4 860 918. Au CA 2017, 4 204. Donc on voit la descente. 4 077 468. Et aux prévisions du CA 2019, on prévoit 3 941 838, soit une perte de 7,05%. Idem pour le... C'est moi qui fais ce bruit-là, non? Ah, c'est Jean-Pierre, pardon. Je me disais, c'est bizarre, quand je parle, ça fait des petits bruits. L'épargne brute subit le même sort. On arrive à 7,81 et l'épargne nette, de la même façon, passe de 4 285 481 à 2 540 000, soit moins 9,93%. Afin de préserver des capacités de financement satisfaisantes au regard des enjeux patrimoniaux. Ça, c'est moi. Là, on vous a mis un petit schéma d'évolution des niveaux d'épargne. Ceci s'explique, la disette budgétaire de l'État, soit 1,8 million de dotation plus un FPIC en augmentation, provoque un effet cumulé. Donc on voit que l'épargne de gestion diminue jusqu'en 2019 et l'épargne brute suit la même courbe, ce qui est tout à fait normal. Section d'investissement, les ambitions patrimoniales confirmées. Une programmation prévisionnelle 2015-2019 de l'ordre de 8 millions d'euros par an, hors report et réinscription d'une partie des investissements non engagés en 2015. Je dois préciser que 8 millions d'investissements pour une ville comme Orient, c'est extraordinaire. Les principaux investissements pour 2016 sont la réhabilitation de Maurice Genet. On prévoit 1 900 000 euros. Il en restera encore 4,4 millions pour 2016-2017. C'est l'enveloppe globale, oui, 4,4. Donc l'année prochaine, on prévoit 1,9 million. On a déjà consommé 1 million. La cuisine centrale et les satellites, donc on prévoit au global 2 400 000 euros. Et on va débloquer 1 100 000 euros pour l'année prochaine. Le transfert des écoles d'art sur les jardins de la culture, 200 000 euros. La caserne Vercingétorix, 100 000 euros. La conservation du patrimoine historique, 400 000 euros, pour 3,7 millions euros de prévus jusqu'en 2019. Le bâtimentaire, hors autorisation de programme, 800 000 euros. La voirie et l'aménagement, 2 200 000 euros. L'équipement et les services et le foncier, 850 000 euros. Un financement qui repose sur le triptyque préservation de l'autofinancement, l'épargne, recherche de partenariat et recours raisonné à la dette. Les ressources d'investissement, un FCTVA de l'ordre de 1 million d'euros, tributaire des réalisations effectives en 2015. Des subventions d'équipement dynamique sur le court terme, le DETR, le FIC et le SIEG. Des produits de cession 2015 et 2016, enregistrant les ventes de plusieurs biens, Notre-Dame-des-Monts, rue de Madargues et du Colombier-la-Nord. Une projection pluriannuelle indexée sur les capacités de financement de la ville et de leur évolution. Un emprunt d'équilibre prévisionnel encore faible en 2016, de l'ordre d'environ 500 000 euros, dont le niveau définitif dépendra du taux d'exécution des investissements. Effectivement, si on n'a pas besoin de l'argent tout de suite, on ne le retirera pas. Une projection d'encours de l'ordre de 10,7 millions d'euros pour 2019, pour une capacité de désendettement de 3 ans. Donc là, on voit bien un peu la capacité au fil des ans. Quelle celle qui est en vert, en 6 000, l'emprunt d'équilibre pour 6 000, c'était quoi ça? Je sais pas si ça avait des onglets. Voilà, donc en orange, c'est la projection du niveau de dette. En conclusion, un contexte pesant sur les finances publiques symbolisé par le plan national d'économie, une situation financière des collectivités fragilisée
4e année consécutive de recul de l'épargne brute. Dans ce contexte, la commune s'efforce de préserver le service public local via d'importants efforts de gestion. Une gestion du territoire de plus en plus conduite à l'échelle intercommunale, conformément à la loi NOTRe, un dessein à co-construire avec l'ensemble des acteurs. Aussi, sur la base du rapport portant sur les débats d'orientation budgétaire de la commune de Riom, tel que transcrit à l'ensemble des conseillers municipaux et conformément à la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, il doit être pris acte de la tenue de ce débat par la présente délibération. Le conseil municipal est invité à prendre acte du débat d'orientation budgétaire 2016. Non, mais ça ne se vote pas, mais il y a quand même un débat qui peut s'instaurer. Oui, M. Boucher. Moi qui commence. Non, Stéphanie, tu voulais commencer? Vas-y. Donc, Monsieur le maire, mes chers collègues, nous sommes réunis ce soir pour le débat d'orientation budgétaire pour 2016, projet que nous venons d'évoquer dans ses détails il y a quelques instants. Chacun d'entre vous a pu prendre connaissance du rapport très précis qui vous a été adressé concernant ce projet d'orientation budgétaire. Comme l'an dernier, mais avec un niveau nettement accru, nous subissons, comme toutes les collectivités, les communes et les communautés de communes, des contraintes financières extrêmement fortes et même historiquement fortes, provoquées par le désengagement de l'État. Ces efforts imposés sont présentés comme étant la participation des collectivités locales à l'effort de redressement des finances publiques du pays. Il faudra demander à l'État le bilan des efforts qu'il aura réalisés lui-même. Les communes sont impactées essentiellement par la baisse annoncée de la DGF, qui sera encore accentuée une nouvelle fois en 2017. Ceci affecte de plus en plus gravement nos marges de manœuvre. Je tiens à remercier les adjoints et les services qui ont travaillé à cette difficile mission. La volonté municipale dans la préparation de cette esquisse budgétaire a été de ne pas se désengager brutalement d'une politique quelle qu'elle soit, mais de faire en sorte que les ponctions de l'État dans notre budget n'aient pas de trop graves conséquences pour l'ensemble de nos concitoyens. Malgré ce désengagement et à la différence de l'État, nous proposons de ne pas augmenter les impôts. Dans ce contexte où la pression fiscale nationale devient insupportable, nous souhaitons ne pas augmenter la fiscalité locale. Nous faisons également le choix de modérer le recours à l'emprunt. Cependant, dans ce contexte contraint, nous souhaitons fixer comme priorité absolue le maintien des investissements équivalents à ceux de 2014 et 2015. Nous confirmons le soutien appuyé au chapitre aménagement et embellissement de la ville, comme au chapitre ville au service des Riomois, qualité de vie et animation et attractivité du territoire. Ces orientations budgétaires répondent ainsi à 4 priorités politiques que l'exécutif municipal a souhaité afficher très clairement. Pas d'augmentation de la fiscalité, pas de recours forcené à l'emprunt, maintien d'un bon niveau d'investissement, réduction des dépenses de fonctionnement, avec un effort également réparti demandé à l'ensemble des partenaires de la ville. Chacun des adjoints, que je félicite à nouveau pour la qualité du travail présenté ce soir, pourra répondre à toute question sur les orientations conduites sous son autorité dans son domaine de compétences. C'est un budget strict, mais un budget audacieux, un budget qui prépare malgré tout l'avenir. Dans ce contexte difficile que nous impose l'État, tant par les contraintes financières que les incertitudes permanentes sur le devenir des collectivités, nous ferons face par nos projets et pour nos concitoyens à l'absence de ligne directrice et de vision d'avenir du gouvernement. Au sortir des élections régionales, pour lesquelles je salue la victoire de Laurent Wauquiez, qui apportera un nouveau souffle et défendra l'Auvergne, nous resterons vigilants sur la réforme territoriale, car nous savons aujourd'hui qu'elle va coûter de l'argent plutôt que d'en économiser. Nous veillerons à la tenue des engagements de l'État qui doit impérativement cesser de ponctionner financièrement les territoires de ses ressources. Qu'en sera-t-il des compétences traitées par la région, par le département? Qu'en sera-t-il des subventions sur lesquelles le nouvel exécutif décidera de porter ses efforts? Qu'en sera-t-il des conséquences du regroupement des EPCI? Autant de questions qui révèlent l'impréparation des réformes, la gabegie financière inévitable et l'amateurisme de ceux qui les préparent. En vous félicitant, Monsieur Boucher, pour votre élection, en vous remerciant de représenter Riom, nous ne manquerons pas de solliciter auprès de vous les informations importantes pour notre collectivité. Eh bien, malgré ce contexte extrêmement délicat et incertain, dans une France
meurtrie par des attentats épouvantables au centre de Paris, qui souffre d'un taux de chômage jamais égalé, l'équipe municipale de la ville de Riom se tourne vers l'avenir et reste totalement mobilisée pour le nouveau territoire dans lequel elle va s'inscrire et pour les habitants de Riom. Ces orientations budgétaires sont le témoignage de cette mobilisation. Je vous remercie de votre écoute. Oui, merci. Je vous remercie, Monsieur le maire, Madame la première adjointe conseillère départementale de vos félicitations. Et vous pouvez compter sur ma détermination pour que les politiques publiques développées à l'échelle de la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, aillent dans le bon sens, que ce soit dans les domaines de l'éducation, des transports ou du développement économique. J'en viens maintenant au débat d'orientation budgétaire. Après l'avoir lu et relu, comment penser que gérer une ville n'est pas politique? Comment ne pas s'interroger sur le type de société que l'on cherche à nous imposer? Comment ne pas constater que l'Union européenne est sous l'emprise des marchés financiers? Et comment ne pas s'interroger sur le rôle de la Banque centrale européenne, qui n'est même pas un prêteur en dernier ressort, contrairement à celle des États-Unis, du Royaume-Uni ou du Japon? Comment admettre qu'elle ne décide même pas de prêter à un État et à quel taux? Bref, les questions et indices ne manquent pas pour constater que le bon sens et l'intérêt général ne priment pas et que des crises sont d'ores et déjà en préparation si rien n'est fait pour les stopper. À la lecture du présent débat d'orientation budgétaire, nous doutons effectivement que la reprise économique soit pour demain, d'autant que le gouvernement a annoncé la poursuite des politiques d'austérité jusqu'à la fin du mandat présidentiel, même si d'autres voix sont dissonantes. Car il faut bien le dire, si la baisse de la dépense publique et le développement de la politique de l'offre continuent d'alimenter les orientations du gouvernement, il est peu probable que la France retrouve les chemins de la croissance. Comment comprendre et justifier que l'on impose des politiques d'austérité aux populations, aux collectivités territoriales et aux petites entreprises sans s'attaquer à l'évasion fiscale, aux paradis fiscaux et autres exonérations qui pillent notre économie? Depuis le début de l'année, 14,2 milliards de deniers publics, montant qui devrait passer à un peu plus de 18 milliards à la fin du mois, ont été distribués au titre du crédit impôt compétitivité emploi. Et pour quelle utilité? Ni l'emploi, ni l'investissement des grandes entreprises ne sont repartis à la hausse depuis la mise en œuvre effective du dispositif. Seuls les taux de marge de ces entreprises sont en hausse. Il est flagrant que cette politique de cadeaux fiscaux pour les grandes entreprises profite avant tout aux actionnaires et au développement de leurs dividendes et non aux salariés et à l'emploi dans nos territoires. Et pourtant, de nouvelles exonérations sont envisagées dans le prochain projet de loi de finances, comme le souligne ce rapport. 2,5 milliards pour l'investissement dans les équipements industriels, mais aussi une exonération de la cotisation foncière des entreprises du CAC 40 sans compensation pour les collectivités concernées. On atteint le summum de l'injustifiable et de l'indécence. Aujourd'hui comme hier, l'objectif méthodique, minutieux et avoué est bel et bien de contraindre les collectivités à réduire leurs dépenses de fonctionnement en termes de services publics et de réponse aux besoins des populations. Il est difficilement entendable et terriblement injuste que la population paie au prix fort les conséquences d'une politique nationale qu'ils n'ont pas voulu et condamnée en 2012. Comme le démontre le présent Daube, nous sommes dans l'impasse économique, sociale et politique, et les électeurs semblent hélas partager cet avis. Vous dites que nous sommes pris en ciseaux et que nous n'aurions que 3 choix. Étant dans une logique d'opposition constructive, Monsieur le maire, je vous soumets une 4e voie. Résister et agir en soumettant à notre Assemblée la motion de l'Association des maires de France pour alerter solennellement les pouvoirs publics. Résister et agir à l'image d'autres collectivités, comme celle de Montreuil, qui a apposé une banderole sur le fronton de sa mairie pour alerter nos concitoyens qu'en 4 ans, 1,8 million seront prélevés sur nos dotations, ce qui représente quasiment le montant de la réhabilitation de la rue des Charmettes, 8% du personnel communal, 5 fois le montant de notre quotient familial, 4 fois le budget du CCAS, plus de 2 fois les subventions annuelles que touchent nos associations qui œuvrent pour la qualité de vie de nos habitants. C'est bien le service public de proximité qui est concerné, alors que les demandes de nos concitoyens ne sont pas toutes satisfaites. C'est aussi l'emploi, en particulier local, qui est en jeu. Monsieur le maire, si vous décidez de vous inscrire dans cette voie, je suis disponible pour intervenir lors de la position de cette banderole et j'ai aussi à votre disposition la motion de l'AMF que je vous ai fait passer. Si notre ville subit encore la baisse des dotations
et la suppression de la taxe professionnelle, nous héritons d'une bonne gestion financière qui permet à notre commune de respirer. Mais pour combien de temps? En effet, le manque de lisibilité, d'études financières et de projets des regroupements intercommunaux décidés sur un coin de table de l'Élysée et mis en œuvre par les préfets est inquiétant. D'autant plus que sans études précises d'impact sur notre ville, vous proposez le transfert de la petite enfance à Riom Communauté au 1er janvier 2016. José Dubreuil y reviendra tout à l'heure. Pour que tout soit clair, nous sommes fiers des efforts réalisés ces dernières décennies pour doter notre ville des structures qui permettent le meilleur accueil de la petite enfance. Nous sommes évidemment pour que cet accueil soit partagé par les autres communes. Mais nous sommes inquiets aujourd'hui du coût pour les habitants de notre ville et de la régression des services à nos habitants, en particulier pour les accueils en crèche. D'ailleurs, comme il est dit, noté et précisé, ouvrez les guillemets, la réflexion portant sur le transfert de compétences petite enfance n'est pas intégrée dans la mesure où les travaux de la CLECT, la commission d'évaluation des charges à transférer, sont en cours de validation. Sur ce sujet, comme tant d'autres, comment pouvons-nous prendre des décisions sans études financières, sans évaluation, sans perspective et sans projet? Il en est de même pour l'avenir de la caserne Vercingétorix et le couvent des Rédemptoristines. Des travaux sont projetés sans aucune lecture de l'ensemble de ces projets, communaux ou intercommunaux. Comment pouvons-nous prendre des décisions à l'aveuglette? J'ajouterai simplement que je suis pour le maintien de l'investissement et je pense que nous pourrions emprunter sans dommage et à taux fixe. Pour conclure, la crise et ses effets sur nos concitoyens sont bien présentes dans le débat, comme on peut le constater à la lecture du bilan sur le quotient familial et des besoins financiers du CCAS, même s'ils ne sont pas comptabilisés, les efforts de plus en plus grands demandés aux associations de solidarité de Riom. Pour résumer mon intervention, je souhaite que notre collectivité s'investisse enfin pour exiger l'arrêt des prélèvements insupportables sur nos collectivités, car nous sommes le dernier rempart contre les difficultés croissantes de nos concitoyens pour le développement des services publics porteurs d'emploi et du mieux vivre ensemble. Je vous remercie. La parole, allez-y. Ça y est. Vous vous êtes félicité, monsieur le maire, de la victoire de monsieur Vauquier, mais je voudrais quand même vous faire remarquer que dans notre ville, ça n'a pas été le cas. Il n'a pas gagné ici. Or, vous avez dit que les citoyens voulaient plus d'aide aux entreprises. Et je ne pense pas que la majorité dont j'ai fait partie jusqu'à hier ait démérité de ce côté-là. Et je défends le bilan du FIAD. Et je ne connais pas d'entreprise qui se plaignent d'avoir été délaissée par la région. Quant à cette histoire d'impôts qui aurait été excessivement augmenté, c'est une fable que M. Vauquier a traînée pendant toute la campagne et que vous reprenez, j'en suis désolée. Mais bon, maintenant je passe le flambeau à Boris, c'est à lui d'aller défendre tous ces dossiers-là. Sur le DOB, il y a une baisse des dotations et je dirais, comme tout le monde, hélas. Mais on ne peut pas à la fois dire qu'il faut maîtriser la dette publique et dire que l'État seul doit le faire. Soit on décide qu'effectivement il faut maîtriser la dette et tout le monde y participe, soit on décide que nous n'avons pas à prendre notre part de cette dette et par conséquent, nous refusons d'y participer. Ça ne me paraît pas très cohérent de penser à la fois l'un et l'autre. Ceci dit, il y a quand même eu... vous bénéficiez d'un très peu de dettes, ce qui est dû au fait de la bonne gestion de la majorité précédente. Oui. Ça vous permet d'équilibrer ce budget. C'est dans ce cadre d'un budget qui diminue, je trouve qu'il est imprudent d'avoir décidé de se charger d'un nouveau bâtiment. Parce que la caserne Vercingétorix, l'ancienne caserne, il faut quand même continuer à s'en occuper. Certes, cette année, ça ne coûte que 100 000 €, mais nous savons bien que le toit est en mauvais état, qu'il va falloir intervenir. Si ce n'est pas l'an prochain, ça sera celle d'après ou celle d'ensuite. Et donc, vous avez en plus les jardins de la culture, ce qui risque de déséquilibrer l'avenir. J'ai peur que quand vous perdrez dans quelques années, nous ayons plus de peine à remonter la pente à cause de l'état de la dette. Bref, plus un budget est contraint, et c'est le cas maintenant, plus un budget est contraint, plus il est politique. Et plus il demande de faire des choix. Or, je ne vois pas tellement transparaître les choix que vous faites, les choix dédiés aux économies d'énergie, à la circulation douce, au développement durable, bref, à tout ce qui préserve l'avenir. Je laisse tout le monde s'exprimer, puis je répondrai après.
Oui, bonsoir à tous. On va prendre la parole en dernier. J'irai déjà rayer quelques trucs. Bon, c'est comme ça. Bien, monsieur le maire, madame l'adjointe, mes chers collègues, je souhaite apporter le point de vue du groupe socialiste sur les orientations budgétaires que madame Pichard a bien voulu nous présenter. D'abord, moi aussi, je souhaiterais féliciter les vainqueurs de ce scrutin régional, la liste conduite par Laurent Wauquiez. Localement, nous aurons aussi le maire de Châtel-Guyon qui siégera dans la majorité de la nouvelle région. Féliciter Boris Boucher, mais je l'ai déjà fait hier soir, candidat de la liste de la gauche rassemblée derrière Jean-Jacques Kéran qui siégera sur les bancs de l'opposition. Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Et puis, même s'il n'est pas question de pérorer outre mesure, vous dire notre satisfaction quand même du score réalisé par la gauche rassemblée à Riom et aussi sur une bonne partie de notre territoire proche. Au rang des déceptions, bien sûr, le fait que le bilan de la région Auvergne, et là je rejoins Agnès, dont la qualité des actions a même été reconnue par la droite régionale lors de la dernière session à laquelle j'ai assisté au Conseil régional, n'ait finalement été approuvé, en tout cas en Auvergne, que par les Puy-de-Dôme. Mais de noter également que 2 autres candidats issus de notre territoire, dont l'un d'eux était tête de liste du Front National dans le Puy-de-Dôme, siégeront également dans ce conseil. L'un habite à Riom, l'autre habite à Moza, je crois. Nous sommes affectés de cela, d'autant plus que nous ne cachons pas derrière notre petit doigt. À l'échelle nationale et peut-être aussi locale, nous, socialistes, en portons certainement une part de responsabilité. Assurément, nous n'avons pas su répondre aux attentes de ces 6 600 000 électeurs qui ont voté Front National dimanche dernier. Un record. À Riom, ce sont presque 1000 électeurs qui ont porté leur voix de ce côté. Je veux croire qu'une majorité de ces électeurs n'adhèrent pas aux idées nauséabondes qu'une frange du Front National véhicule en son sein. Il est évident qu'ils sont nombreux à vouloir rejeter avant tout les partis traditionnels, envoyer un message de colère. Je voudrais rappeler également le contexte de campagne électorale qui a été particulier, étant donné les attentats parisiens qui sont venus légitimement mettre entre parenthèses les débats. La France a été frappée en son cœur par des fous de Dieu manipulés par d'autres fous. Des fous plus dangereux encore, car ils sont habités d'une détermination particulière et effrayante. Dans leur démarche criminelle d'inquisiteurs contemporains, ils utilisent la détresse de jeunes que la société a laissés sans perspective pour atteindre leur soi-disant quête divine. Ils les endoctrinent jusqu'à les transformer en bombes humaines pour frapper les symboles de l'Occident considérés comme l'agresseur historique des peuples d'Afrique, du Moyen et du Proche-Orient. Assurément, ils n'ont plus rien à voir avec ces peuples dont ils se revendiquent. Ce sont ces peuples qui en sont les premières victimes. Des milliers de femmes et d'hommes meurent chaque semaine en Somalie, au Mali, en Syrie, en Libye et ailleurs, sous les coups des barbares de Daesh et de l'État islamique. Vous dire également que je regrette que ce contexte terrifiant ait, semble-t-il, détourné les programmes électoraux de certains candidats vers des sujets qui ne relèvent pas des compétences des régions, ni aujourd'hui, ni demain. Simplement que les quelques parlementaires qui ont eu des propos malheureux, la plupart ont exprimé des regrets, il faut le reconnaître, dès le lendemain, ou qui n'étaient pas présents lors de la réunion du Congrès qui a établi l'état d'urgence, ne peuvent pas le porter à leur crédit. Pour être moins grave, monsieur le maire, nous devons quand même vous féliciter de votre engagement dans cette campagne. Votre mutation en homme politique s'opère. Je m'en réjouis. C'est pas parce qu'on... Par contre, les électeurs des dernières municipales qui ont été charmés par votre apolitisme, peut-être un peu moins que nous. Donc, venons-en aux orientations budgétaires que vous nous proposez pour l'année à venir. Quelques éléments de contexte au niveau national d'abord. Même si l'alignement des planètes, croissance mondiale,
faible coût des matières premières, taux d'intérêt et faiblesse de l'euro sont des éléments favorables à la reprise. Ceux-ci sont contrecarrés par des éléments d'instabilité peu favorables à la reprise. Je viens de les évoquer. N'oublions pas que la France est aussi engagée sur plusieurs fronts, au Mali et en Syrie. Aux conséquences économiques de la crise, qui tarde à se résorber, s'ajoute celle d'un pays en guerre et qui doit prendre les décisions nécessaires pour garantir notre sécurité intérieure. L'année 2016 se situe à mi-chemin du plan national d'économie issu des engagements européens. Même si ce plan a connu quelques assouplissements, ce ne sont pas les pâles signaux de reprise qui pourraient nous laisser croire à un ralentissement de la baisse des ressources publiques. La photographie financière de la commune renvoie toujours une image plutôt flatteuse et vous avez l'honnêteté de reconnaître la paternité d'une gestion passée. Nous avons laissé de larges capacités d'investissement avec une dette à un niveau historiquement bas. Les efforts de gestion dont vous soulignez la nécessité font suite à ceux engagés par l'ancienne majorité, la gestion efficiente de la dette, la maîtrise de la masse salariale et les actions en faveur de la maîtrise de l'énergie. Condition sine qua non au maintien des services publics de qualité. Malheureusement, il semble que les décisions que vous avez prises cette année ne correspondent plus vraiment aux intentions que vous affichez. Vous avez doublé les effectifs de la police municipale et doublé le nombre de leurs responsables. Plutôt que de mutualiser les directions des écoles de musique et d'arts plastiques, vous avez recruté 2 directeurs au plus haut grade de cette filière. Vous avez mis des agents mutualisés au placard et recruté pour les remplacer. Cette année, un certain nombre de postes sont restés vacants, d'où les conséquences budgétaires de ces décisions ne se feront pas sentir en 2015. Par contre, en 2016, la masse salariale en sera assurément affectée, c'est une évidence. Du côté des ressources, la part dynamique de la population est très loin de compenser les baisses de DGF. Et vous me permettrez ici de faire un petit aparté national. Notre députée Christine Pires-Beaune a eu le courage d'élaborer une proposition de réforme de cette DGF. Un travail considérable, tant le sujet est complexe. Elle l'a porté et défendu auprès de la Commission des finances de l'Assemblée. Chacun s'accordait à dire que cette réforme était nécessaire, tant le calcul actuel de la DGF est ancien, tellement modifié qu'il n'a plus de sens, en tout cas au regard d'une certaine égalité des territoires. C'est la raison pour laquelle Mme Pires s'est attelée à cette réforme pour remettre de l'équité dans l'attribution de la DGF. Une chose notamment nous intéressait dans ce projet. Son projet prenait en considération les charges de centralité que supportent, comme nous, les villes-centres. Nous pouvions fonder quelques espoirs pour qu'enfin l'évidence des charges dites de centralité soit reconnue. On peut regretter que le lobbying de parlementaires de tous bords ait encore remis au calendrier grec la réforme de cette DGF. L'attribution de la compensation de la taxe professionnelle et la dotation de solidarité de Rionco seront fixes en 2015, mais devraient évoluer si les transferts de compétences aboutissent en 2016. Je tiens à attirer votre attention sur les évaluations de la CLEC concernant la petite enfance. Je ne vous donne que quelques chiffres. Ils sont faciles à faire. Si nous maintenons la même répartition des charges que celle que vous nous proposez, le service de la crèche coûtera à chaque mois 48 €. Ce n'est pas compliqué. J'ai divisé les 919 638 € du coût qui nous reste par le nombre d'habitants, 19 000. Ça fait 48 € par mois. Pour Moza, vous divisez les 145 000 € du coût de leur crèche actuelle par 3 880 habitants, vous arrivez à 37 € par Mozacois. Mais ils nous l'ont dit, c'est leur problème. J'en suis pas sûr. Ils n'ont pas le même service que nous. Ils n'ont pas le même niveau de service que nous. C'est surtout ça. Bref, vous avez dit que vous allez répondre après, vous aurez tout le loisir de le faire. Si on fait le même calcul pour les autres communes, je n'ai pas repris toutes les communes, ne vous inquiétez pas, il est à peu près le même pour les autres communes, mais par exemple, on est à 4,79 € pour Saint-Bonnet, donc je le répète, alors qu'à Rion, on est à 48 €. 4,86 € pour ceux de Ménétrol, etc., etc. Pour Ménétrol, oui, bien sûr.
mais les trois parties seraient au coût de la petite enfance. C'est bien comme ça que ça a été établi. Donc vous le divisez par le nombre d'habitants et on arrive à ce chiffre. Pour moi, ce que vous appelez, monsieur le maire, de la solidarité, moi, me semble être suicidaire du point de vue des finances de Riom et parfaitement injuste pour les contribuables riomois. Riom a les taux de taxes les plus élevés de la communauté, ou quasiment. Mais aujourd'hui, ils ont un certain niveau de service, et notamment au niveau de la petite enfance. Demain, ils auront les mêmes taux, mais en perdant une partie du service. Moi, c'est ce que j'appelle la double peine. Vous connaissant, vous allez dire que mes chiffres sont farfelus. Ce sont les vôtres, ceux de la CLECT. Il suffit de les diviser par le nombre d'habitants. D'ailleurs, les élus riomois siégeant à la CLECT, ceux de Riom, semblent avoir été plus sagaces que vous. Un seul élu a voté contre, c'est moi, par procuration. Un autre a voté pour, c'est vous, monsieur le maire. Et les autres se sont abstenus. À mon avis, ils ont mieux regardé les chiffres que vous. Concernant les mauvaises nouvelles, la montée en puissance du FPIC, votée sous Sarkozy, je vous le rappelle, affecte particulièrement les comptes d'Orion. De notre point de vue, il serait pertinent de s'interroger sur la possibilité qui nous est offerte de réaménagement par les régimes dérogatoires. Actuellement, Riom prend en charge 40% du prélèvement total de l'ensemble des communes et de la communauté. Cette position de ville-centre ne doit pas être éludée. Certains effets induits, comme un effort fiscal important des Riomois, un faible revenu par habitant et des charges de centralité élevées, doivent être prises en compte. Les contraintes financières liées à cette position de ville-centre n'ont jamais été reconnues au sein de l'espace communautaire. Il faut reprendre, j'ai dit l'année dernière, mais je le redis cette année, il faut reprendre cette discussion au sein du bureau, puis au sein du conseil communautaire. Et là, je peux vous assurer, monsieur le maire, qu'on vous soutiendra. Bien sûr, je n'ai pas oublié la subvention de l'association foncière de remeublement, qui pèse à nouveau sur notre budget cette année, et de rappeler le cynisme du parallèle avec la baisse de la subvention de l'énergie. D'autant que, je le redis, cette subvention est indue. Vous faites payer à la collectivité riomois l'entretien de chemins privés qui servent à l'usage quasi exclusif des agriculteurs. Et non content de ça, cette année, vous leur mettez à disposition un bureau gratuitement en le dissimulant, on va appeler ça comme ça, à travers le SAEP. C'est le cas. Ils ont un bureau, plusieurs heures par semaine, et c'est gratuit. Ce n'est pas les sommes en jeu, mais le principe qui, de notre point de vue, n'est pas acceptable. Pour les orientations 2016 et la prospective à 5 ans, sur le fonctionnement, on ne peut s'attendre à une baisse de dotation, certainement une perte de la DSU à partir de 2017. Les ressources intercommunales, l'attribution de la compensation de TP et la dotation de solidarité devraient être modifiées à l'aune des compétences nouvelles. En matière de subventions de fonctionnement, la seule bonne nouvelle vient de la pérennisation du fonds d'amorçage lié au nouveau rythme scolaire. Bref, des perspectives peu encourageantes. Nous pensons que les objectifs fixés en matière de charges à caractère général sont trop contraints, voire irréalistes. Dans tous les cas, ils ne seront pas sans conséquences pour le fonctionnement des services. Vous ne prévoyez pas d'évolution de ces charges en 2016, puis 1% par an jusqu'en 2019. Ça paraît difficilement tenable. Et puis, si c'était tenable, il faudrait nous dire où vous faites des économies. Et ici, effectivement, rien n'est écrit. Vous dites qu'il faudra des arbitrages budgétaires importants, mais là aussi, on ne sait toujours pas quels seront ces choix. Quels bâtiments seront vendus? Quels services rendus aux Riomois seront fermés? Rien n'est dit. En affirmant que vous allez remettre en cause tous les départs en retraite et vous laissez quelque part entendre que certains agents sont superflus, je crois que vous donnez quelques pistes, mais les agents, les principaux intéressés, vous diront ce qu'ils en pensent. Concernant les charges financières, jusque-là tout va bien, mais à partir de 2018, les recours à l'endettement sera notable, ce qui confirme que la ville sera assurément surendettée ou très endettée d'ici la fin du mandat. Sous l'effet de l'endettement, les charges financières vont augmenter. Monsieur le maire, il est déjà écrit que vous allez laisser une ville endettée et sans capacité d'autofinancement.
En conclusion, nous notons qu'à travers ces orientations, un grand manque de clairvoyance et de vision en matière de maîtrise des dépenses. Étonnamment, pour une liste apolitique, vous faites preuve d'un certain dogmatisme. Par exemple, quand vous avez arrêté l'étude sur l'équipement de loisirs pour les jeunes sur le secteur de Dumoulin, que vous n'avez toujours pas reprise cette année. Nous notons enfin que les prospectives présentées déjà très artificielles et peu réalistes dans sa perspective de réalisation révèlent également une certaine fragilité à l'égard d'aléas conjoncturels non maîtrisables, comme le devenir de la DSU ou l'évolution des droits de mutation. Par ailleurs, à travers la prospective, on comprend quelles sont les variables d'ajustement vous privilégiez, les dépenses sociales, la culture, la masse salariale. Si vous confirmez aujourd'hui votre volonté de maintenir les taux directs locaux, gageons que cette volonté va être de plus en plus difficile à maintenir. À ce titre, je crois que l'on peut déjà considérer qu'elle est remise en cause. On va voter un peu plus loin l'augmentation du prix de l'eau. Pour moi, c'est bien une augmentation des contributions d'Heriomois au service public. Je vous rappelle que l'an passé, vous nous avez fait la leçon sur l'état, effectivement, qui n'est pas satisfaisant des réseaux d'eau. Vous nous avez dit que vous alliez prendre ça en main. Effectivement, vous avez juste oublié une chose, cela a un coût, et on va s'en apercevoir cette année, et je pense également l'année prochaine. Certainement que là aussi, nous aurons à augmenter une nouvelle fois le prix de l'eau, parce que pour le prix de l'eau, de l'adduction d'eau, vous le savez, monsieur l'ami, nous serons là aussi obligés de l'augmenter, étant donné les travaux qui sont prévus. Voilà, vous avez compris, ce DOB n'ouvre que peu de chances que nous approuvions le budget 2016 au mois de février, au mois de mars, et je vous remercie de votre attention. Si vous voulez, déjà, M. Friot, je trouve que vous avez dû être très occupé ces derniers temps, parce que les chiffres que vous annoncez sont... Je ne sais pas où vous les avez pris, mais bon, on les vérifiera quand vous voulez, comme d'habitude, puisque chaque fois que vous nous donnez des chiffres, ils sont complètement erronés. Ils sont complètement erronés. Ils sont très clairs, mais ils sont toujours erronés, comme d'habitude. Quand on nous parle de politique sociale que vous voulez prononcer, je trouve que quand même vous êtes très mal placé pour faire ça, et des économies de personnel. Et si vous avez occupé dernièrement des places, à quel titre? Conseil régional qui se permet d'embaucher pendant une période où on revoit carrément la politique du conseil régional. Comment se fait-il qu'on embauche? À ce moment-là, vos amis ont embauché. Quand vous nous parlez de l'État, vous êtes à même, et M. Boucher l'a dit, on voit une politique déplorable de la part de l'État envers les communautés, envers les communes, envers les communautés de communes. C'est catastrophique. Vous nous parlez de l'ARJ, qu'on a baissé les subventions de l'ARJ. Oui, on les a baissées. Sur cette année, on ne les a pas baissées. On a demandé des comptes à l'ARJ. On est en mesure quand même de demander des comptes. Ce n'est pas pour autant qu'on veut diminuer, si vous voulez, l'action sociale auprès des jeunes. Pas du tout. Alors, toutes ces remarques, je veux bien les écouter, mais enfin, je trouve que c'est fort déplacé. Quand vous nous dites qu'au niveau du conseil régional, il y a eu des investissements qui ont été faits et que Mme Molon se permet de dire qu'il n'y a aucune entreprise qui n'a été écartée pour avoir les subventions, je peux vous en donner un nombre d'entreprises, un certain nombre d'entreprises. Alors, la vérité, vous ne la détenez pas spécialement. Tout le monde a quand même des appuis et des preuves pour vous les apporter. Sans problème, je vous les amènerai. Aujourd'hui, si vous voulez, je vois des remarques qui ne... Vous parlez de solidarité, continuellement on entend la solidarité, vous parlez de la crèche, pour revenir à la crèche. Aujourd'hui, si on ne prenait pas la décision du transfert de la petite enfance, la crèche du viaduc fermerait, vous seriez responsable? Je ne veux pas être responsable de ça. C'est écrit par le directeur du viaduc, par le vice-président aussi, en charge du viaduc, qui nous a écrit la semaine dernière en nous disant que si la communauté de communes ne reprenait pas un certain nombre de places, le viaduc allait fermer. Alors je pense que les leçons de solidarité, on n'a pas à en recevoir. Pas du tout. D'autres, si d'autres veulent prendre la parole. Est-ce que d'autres veulent prendre la parole? Oui. Je vais répondre sur un certain nombre de points. Vous parlez de la région. Alors déjà, vous mettez en avant des choses qui sont personnelles, mais je vous dirais, parce que de fait, je suis concerné,
qu'il n'y a pas eu de création de poste. Hein. Il y a quelqu'un qui est parti et je l'ai remplacé, voilà, hein. C'est tout. Hein. Donc, il n'y a pas de création de poste, il n'y a pas de... Quand on veut gérer correctement, on essaie de réduire aussi le personnel. En tout cas, je peux vous assurer qu'il y a un travail qui a été fourni, et assez conséquent d'ailleurs. La deuxième chose, vous parlez d'entreprises ou de créateurs d'entreprises, je ne sais pas, qui n'auraient pas eu droit à des subventions. Mais vous savez, les politiques régionales, comme souvent, comme les politiques départementales, elles s'inscrivent dans des schémas qui fixent des conditions, et Agnès Mollon pourra développer certainement, pour avoir droit à ces subventions, soit pour la création, soit pour l'accompagnement vers un développement, etc., soit pour l'innovation. Et il y a des règles qui sont fixées. Ce sont des règles de droit. Ce sont les mêmes pour tout le monde. Si on rentre dans les critères, on a droit à ces subventions. C'est ainsi. Et il ne peut pas y avoir toi je te donne, toi je te donne pas. Vous confondez avec ce qu'il se faisait avant 2004, où il n'y avait pas de schéma, où il fallait aller taper à une porte, où effectivement on n'avait pas. Sur quels critères, on ne savait pas. Mais vous vous trompez. Ce que vous avancez est totalement faux. Et vous savez, comme la ville d'Orion, comme Orion Communauté, le conseil régional a été audité par la Chambre régionale des comptes, et de ce point de vue, il a été noté l'exemplarité de ces schémas, de la mise en place de ces schémas. Parce que justement, on est passé d'une situation où on ne savait pas où était le droit des uns et des autres, à une situation où voilà, les aides sont attribuées de droit. Vous pouvez respirer, Madame Montfort, parce que c'est vrai que vous avez connu cette époque. Concernant l'ARJ, vous nous avez déjà tenu ce discours l'année dernière. Pour la suppression des 30 000, enfin la baisse de subventions de 30 000 euros, vous nous avez dit que vous demandiez des comptes. De fait, vous avez droit. Bien sûr, c'est de l'argent public. Encore heureux. Bon, on ne le remet pas en cause. Vous avez demandé des comptes. Vous les avez eus. Non, et cette année, on les attend. On les a toujours pas. Donc il y a une très bonne gestion là aussi. Écoutez, l'ARJ, enfin moi, des personnes qui sont au sein de l'ARJ, les éléments demandés, ils ont un comptable, vous ont été fournis. Non. Et de toute façon, l'ARJ a été mise en difficulté. Donc aujourd'hui, se trouve dans une situation où, globalement, ils sont plutôt en train d'essayer de sauver et les emplois et l'activité qu'ils essaient. Donc, bon, par-dessus, vous leur demandez des comptes supplémentaires. Oui, je pense que pour eux, c'est un peu compliqué. Et dans ce budget, il n'est pas prévu de redonner cette subvention. Donc vous laissez en difficulté cette association dont la survie est en cause aujourd'hui. Il est quand même de notre devoir de demander qu'est-ce que fait l'ARJ. On lui verse une subvention de plus de 180 000 euros. Aujourd'hui, oui, mais on n'arrive pas à avoir les comptes. Donc c'est quand même un problème. Vous parlez de l'eau. Si aujourd'hui... Si vous avez cité tout à l'heure en disant qu'il y avait une très bonne gestion, je l'ai déjà dit l'année dernière, la gestion de la ville, bien sûr, les investissements n'ont pas été faits, donc il peut y avoir de la trésorerie. Hein. Quand on ne fait pas d'investissement, il y a de la trésorerie, automatiquement. Seulement qu'il faut rattraper le retard. 0,2% d'investissement pour le réseau d'eau pendant 19 ans. Donc... Monsieur Pécoul, oui. L'an passé... étant donné les prévisions ou l'ambition que vous affichez justement pour la reprise de ces réseaux, moi, je vous ai alerté justement sur les capacités financières de ce budget annexe qui, justement, je l'ai dit, n'était pas très importante, contrairement au niveau des réseaux d'assainissement, où là, il y avait un peu plus de marge. Moi, je vous l'ai dit. Donc, ne dites pas que la trésorerie était super bonne, etc. L'année dernière, j'ai mis en garde en disant « Attention, sur ce budget annexe, nous n'avons pas beaucoup de marge. Attention sur les investissements qu'on peut engager. » Cette augmentation du prix de l'eau aujourd'hui, elle est écrite. On laisse les fuites d'eau qui courent dans les rues. Ce que vous Pas avez du fait tout. pendant 20 ans. Pas du tout. C'est pas Ce ce que que vous j'ai avez dit. fait pendant 20 ans. Pas du tout. Pas du C'est pas tout. ce que j'ai dit. La preuve, aujourd'hui, il faut faire les réseaux. Il faut refaire l'ensemble des réseaux. Moi, j'étais dans le mandat précédent et encore ce mandat au sein du SAEP. Il y a des gros projets et des grosses nécessités en termes d'investissement. Le SAEP a annoncé depuis très longtemps
qu'il faudrait financer ces investissements, et sur ces ressources actuelles, ça ne suffira pas. Donc il y aura une augmentation du prix de l'adduction d'eau. Mais on l'a annoncé. Voilà, c'est tout. C'est la seule différence. C'est l'annoncer ou pas l'annoncer. Vous aviez considérablement augmenté les impôts, déjà, pendant le mandat, et vous n'avez pas pu réaliser les travaux. Je me demande où est passé l'argent. Non, mais bon, je crois que le débat est clos. Est-ce que si quelqu'un veut prendre la parole, d'autres ?